Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants. S'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom et le nom de votre organisation. Ce serait génial de voir cela. Aussi, l'interprétation est disponible pendant la réunion d'aujourd'hui. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton marqué avec l'icône d'un globe en bas de votre écran et ensuite sélectionnez votre langue d'écoute préférée. Nous avons l'anglais et le français qui sont disponibles aujourd'hui. Bonjour, vous écoutez le canal français. Si vous pouvez m'entendre, vous êtes déjà dans le canal français. Voilà, je vois qu'il y a toujours des personnes qui arrivent dans la réunion, donc nous allons attendre encore quelques minutes. Une fois que le nombre de participants stabilise, nous allons commencer. Nous allons attendre encore quelques instants avant de commencer. Merci à toutes et à tous euh, d'être présents. Donc, avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter dans la boîte à discussion, dans l'appli Zoom. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se présentent. Merci beaucoup à ces personnes-là. Et encore une fois, l'interprétation simultanée est disponible pendant la réunion d'aujourd'hui. Vous allez trouver le bouton marqué avec un globe en bas de votre écran. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez pouvoir choisir votre langue d'écoute préférée. Vous avez le choix de l'anglais ou le français. Très bien. Donc, je pense que nous pouvons commencer. Encore une fois, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette réunion sur le partage des données pour la cohérence HTTP avec des cas d'études pratiques. C'est un rapport que nous développons depuis longtemps et nous sommes ravis de vous présenter les résultats de nos recherches. Une dernière fois, avant de commencer, on vous invite de choisir votre langue d'écoute préférée. Cette réunion est disponible en anglais et en français. Vous pouvez choisir votre langue d'écoute préférée en cliquant sur le bouton d'un globe en bas de votre fenêtre Zoom et puis sélectionner soit l'anglais, soit le français comme langue d'écoute. Moi, je m'appelle Frank Riley et je suis le conseiller senior de suivi et d'évaluation pour l'activité idéale. Et je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui, les modérateurs et les intervenants. Idéal, cela veut dire la conception, l'épreuve, l'analyse et l'apprentissage menés par les metteurs en œuvre. Comme vous pouvez voir ici, Idéal, c'est une activité d'apprentissage financée par le Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID. Notre objectif, c'est de renforcer les RIFSA et les activités humanitaires en nous focalisant sur les compétences de base pour rendre les programmes plus efficaces, telles que la gestion adaptative, les données pour la prise de décision et la cohérence HTTP. Nous gérons aussi le réseau de la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette série de webinaires
s'appelle la cohérence HTTP en pratique des points de vue de la communauté des metteurs en œuvre. On va commencer à en parler de ce que cela veut dire, la cohérence HTTP. Au début de 2022, l'USAID a publié le document Considération de programmation pour la cohérence humanitaire développement paix, un rapport pour les partenaires de mise en œuvre de l'USAID. Dans ce document, la cohérence HTTP est définie comme les approches qui vont promouvoir la collaboration complémentaire à travers tous les acteurs dans les domaines humanitaires, développement et la paix, avec l'objectif d'établir des objectifs en commun pour maximiser les impacts et la durabilité de ces programmes au fil du temps. Donc, la cohérence HTTP, cela veut dire qu'on va sortir de nos silos et nous allons travailler ensemble pour répondre aux besoins au niveau de la sécurité alimentaire, surtout dans les cas de choc et pour réduire la vulnérabilité. Même si ce concept, ce n'est pas nouveau, aujourd'hui, nous constatons des chocs de plus en plus graves, de plus en plus complexes, de plus en plus communs partout dans le monde. Donc, il est plus urgent aujourd'hui, plus que jamais, de sortir de nos silos humanitaires développement paix pour établir une approche plus holistique. Pendant le webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler de comment les metteurs en œuvre ont déjà collaboré à travers ces différents piliers HTTP pour faciliter un meilleur partage des données et des informations au sein et en dehors de leurs organisations avec l'objectif d'améliorer l'efficacité. Et encore une fois, je parle de toutes les interventions humanitaires, développement et paix. Et Bella a mis un lien dans la boîte à discussion, le lien pour le rapport, le nouveau rapport qui vient d'être publié aujourd'hui. Dans ce rapport, nous étudions des activités à Madagascar, en RDC et en Éthiopie. Et comment on partage les données dans ces pays pour faciliter la cohérence HTTP. Chaque étude de cas donne un résumé de comment les différentes organisations partagent les informations au sein de chaque organisation et aussi avec les partenaires externes pour améliorer l'efficacité de chaque programme et pour mieux répondre aux besoins des populations locales dans les contextes opérationnels bien différents. Des contextes tels que le conflit de longue date en RDC, la crise climatique à Madagascar avec les cyclones, etc., et des cycles de conflits et des crises climatiques en Éthiopie. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos modérateurs pour la séance aujourd'hui et les auteurs de ce rapport, Jenny Morgan et Jen Ferreri, nos modératrices. À vous la parole, Jenny et Jen. Merci beaucoup, Frank. Merci pour cette présentation très gentille. Avant de présenter nos panélistes, j'aimerais demander à l'assistance de répondre à quelques questions rapides dans un sondage. Donc, normalement, le sondage s'est affiché sur votre écran. Et dans cette première question, on veut savoir quels sont les avantages potentiels du partage des données et des informations. Quels sont les avantages potentiels pour la cohérence HTTP? Et vous pouvez choisir plusieurs options. Quelles sont les options qui vous seraient les plus utiles, peut-être? Et puis, la deuxième question, quels sont les différents types de données qui vous intéressent le plus ou auxquels vous voulez accéder, surtout les données des autres programmes? Quelles sont les données des autres programmes qui pourraient vous aider dans le cadre de vos activités? Et peut-être je vais les lire à haute voix pour les faire traduire. Au niveau des avantages, il y a la réduction de la déduplication des efforts, augmenter l'efficacité des activités, appuyer les populations, la sélection des populations et renforcer la capacité de gestion adaptative. Et si vous avez d'autres réponses à ajouter, vous pouvez les mettre dans la boîte à discussion. Au niveau des données, nous avons parlé des évaluations des marchés, des évaluations des conflits, des analyses de genre. Il faut défiler vers le bas pour voir les autres options, les prix alimentaires, le déplacement, les chocs, les stress ou autres. Et vous pouvez mettre, si vous sélectionnez autre, vous pouvez décrire ce que vous voulez dire dans la boîte à discussion.
Très bien. Donc, voyons les réponses. Voilà, tous ces avantages sont des avantages, n'est-ce pas? Mais nous pouvons voir ici, il y a la réduction de la déduplication des efforts, renforcer la capacité de gestion adaptative et améliorer l'efficacité des activités. Très bien. Peut-être nous avons quelques autres réponses dans la boîte à discussion qu'on a ajoutées. Et puis, au niveau des différents types d'informations ou des données, bah, il n'y avait pas de mauvaises réponses. C'était juste pour stimuler la discussion. Quelle est la chose la plus importante dans nos contextes? OK, les évaluations de marché, des conflits, le suivi des chocs et des stress et d'autres, l'analyse du genre, les prises alimentaires. Mais voilà, nous allons entendre des exemples de tout cela de nos panélistes en quelques instants. Mais merci d'avoir participé à ce sondage. Il est très important de penser à ce qui est le plus important dans son contexte particulier. Très bien. Donc, je pense que nous pouvons continuer à la prochaine diapo. Très bien. Et je vais demander aux panélistes d'allumer la caméra vidéo. Je vais vous présenter au public. Nous avons les 3 cas d'études du Madagascar, du CRS Madagascar. Nous avons Kara Raboana-Rielina. Raboana-Rielina. Ah, pardon, je n'ai pas eu ces problèmes quand j'ai fait mes répétitions. Aussi, Gérard Rabessou, et puis de la RDC, Carolina Sklebena et Ottavia Maganes. Et puis de l'Éthiopie, nous avons Ashenafi Alemu. Ah, pardon, je ne lis pas vos titres. Ashenafi est le chef de programme pour GIOP du CRS et Reta Gutissa de la RIVSA SPEAR, menée par World Vision. Et bien sûr, Cara et Gérard font partie de la RIVSA Maharo à Madagascar. Merci à tous nos panélistes de vous avoir connectés aujourd'hui. Et nous pouvons cacher la diapo pour voir les panélistes. Donc, pour lancer le débat, ou plutôt, tout d'abord, je vais donner la parole à nos panélistes pour planter le décor un tout petit peu. Donnez-nous, s'il vous plaît, un peu de contexte pour chacun de vos projets, chacune de vos activités. Pour commencer, je donne la parole à Cara, qui va nous présenter le contexte du Madagascar. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je suis ravi de vous représenter la rive Maharo à Madagascar. Comme Franck a déjà dit, le sud de Madagascar est très connu pour son contexte très difficile, étant donné le changement climatique, les sécheresses cycliques qui ont lieu assez fréquemment. Et notre approche vise la coordination et la complémentarité entre nos programmes. Nous parlons, la Rive de Maharo est là pour répondre au niveau humanitaire et pour renforcer la résilience, mais en même temps, nous avons des programmes de crise qui fournissent des réponses humanitaires pour sauver la vie à la population locale et pour augmenter la sécurité alimentaire. Il y a aussi Sabiri, notre activité d'urgence pour élargir l'accès aux intrants agricoles essentiels. Donc, pour le HTP, nous avons pensé à l'approche globale du CRS à cette cohérence. Nous voulions créer la complémentarité et réduire la déduplication avec tous nos partenaires internationaux. Il y en a beaucoup qui interviennent dans le sud de Madagascar. Mais pour nous, nous avons voulu développer une approche aussi de la sécurité alimentaire en créant un tableau de bord. Et nous voulions savoir comment est-ce que nous pouvons développer des actions anticipatoires. Et Gérard va nous parler du tableau de bord des données pour suivre l'insécurité alimentaire, la disponibilité, la consommation. Et nous avons aussi utilisé les données de l'IPC qui a été mise à jour de façon trimestrielle aussi. Nous avons utilisé les données du Bureau national de la nutrition qui a développé des sondages SMART sur cette question et nous avons utilisé ces données avec les autres données pour suivre la malnutrition et la malnutrition aiguë, les taux de ces deux facteurs dans nos zones d'intervention.
Et nous avons aussi des données de suivi sur les résultats, la nutrition, les moyens de subsistance, les augmentations au niveau du revenu, par exemple, ou de l'épargne. Et aussi, il y a des distributions alimentaires à travers nos programmes d'urgence et comment ces distributions ont augmenté les niveaux de sécurité alimentaire en général. Mais en même temps, nous voulions étudier l'effort coordonné de la distribution alimentaire qui faisait partie de la réponse humanitaire et aussi nos distributions pendant la saison maigre que nous fournissons au foyer pendant 1000 jours. Donc, dans ce contexte, il était très important pour nous de coordonner nos efforts et d'établir une bonne complémentarité entre ces trois programmes pour améliorer enfin le programme en général et pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Merci beaucoup. Gérard, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Cara. Comme Cara a déjà dit, il y a Mira, l'analyse mensuelle de résilience qui contribue à notre partage des données. C'est une des sources d'informations que nous partageons avec nos collègues. Et cela nous montre de différents aspects de la localisation de la faim, les différents types de foyers, les différentes catégories de la population dans une seule période. Donc, avec cette plateforme développée par le CRS en collaboration avec une université, ces informations très importantes sont collectées, partagées, analysées pour nous aider dans nos objectifs. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup Gérard. Et maintenant, la parole est à Carolina, la chef de l'équipe réponse en situation d'urgence en RDC. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Comme vous venez d'entendre, je suis en charge de l'équipe de réponse en situation de crise et c'est une des équipes les plus importantes de ce type au sein de Mercy Corps et aussi une des équipes de plus longue date. Notre mission, notre objectif en tant qu'équipe, c'est d'alimenter la prise de décision avec les données. Et donc, nous pensons beaucoup à la gestion adaptative et comme nos amis malgaches viennent de le dire, nous essayons d'appuyer les actions dans un contexte très, très difficile. Il y a plusieurs crises interconnectées en RDC. Vous savez peut-être déjà ce que c'est le contexte en RDC, mais nous sommes présents dans l'Est du pays et Mercy Corps a un positionnement bien spécifique. En même temps, nous avons des programmes de crise, des programmes de développement et des programmes de renforcement de la paix qui interviennent tous dans les contextes semblables. Mais le point en commun entre ces différents projets, c'est les données. On a besoin des données pour intervenir dans ces contextes difficiles, ces contextes de crise. Et c'est mon équipe qui gère toutes ces données. Diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons toute une portefeuille d'activités et aujourd'hui, j'aimerais vous parler spécifiquement du score SHAPES. C'est un score d'analyse opérationnelle, un indice que nous avons développé pour suivre les évolutions du contexte sur le long terme sur 7 dimensions différentes, basées dans les objectifs de nos programmes. Et cela nous permet d'identifier les tendances sur le long terme et aussi d'identifier des chocs aigus qui pourraient empêcher ou faciliter l'avancement de ces programmes dans tous les domaines de HTTP. Vous voyez qu'il y a 7 dimensions et nous utilisons des indices quantitatifs, environ 50 indices que nous utilisons basés sur les sources secondaires. Voilà, c'est tout pour le moment. Jenny? Merci, Carolina. Très bien.
Et maintenant, les derniers panélistes, nous avons Ashenafi qui va présenter la première diapo. Ashenafi, la parole est à vous. Ah, le micro est en sordine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter notre système de partage de données collaboratif pour partage des données dans les contextes de crise et aussi notre consortium de RIFSA en Éthiopie. Je vais tout d'abord vous présenter JOP. JOP, c'est un plan de crise conjoint. Et là où il y a des crises humanitaires, où il y a les programmes d'assistance alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de régions en Éthiopie qui souffrent de l'insécurité alimentaire de façon transitoire. Et c'est CRS qui est le fer de lance, mais il y a d'autres organisations internationales telles que CARE, World Vision, etc. Vous voyez tout cela sur la diapo. Il y a aussi ORDA, des différentes organisations régionales dans l'Amhara et ailleurs, dans le Tigré. Et c'est un mécanisme d'alerte précoce avec un suivi basé sur les contacts à un rythme élevé. Et nous faisons la collecte et le partage de ces données entre toutes les parties prenantes différentes. Et nous faisons aussi la coordination avec d'autres projets de résilience et de développement pour améliorer les opérations. Moi, je fais partie de SPIR 2, une RIFSA organisée par World Vision. Mais nous avons aussi des membres tels que ORDA et CARE, par exemple, qui sont aussi des activités de renforcement de la résilience face à l'insécurité alimentaire. Et il y a aussi l'IFA, un consortium de partenaires tels que le CCL et le HCS, le Centre pour le leadership créatif. Donc, à droite, vous avez la carte du pays où on a indiqué où ces différents projets sont présents. Donc, vous avez les zones de mise en œuvre hein, et en jaune, au sein des cercles jaunes, vous avez les zones où il y a un chevauchement entre les activités de développement et d'assistance alimentaire d'IFA, de SPIR 2 et de Préserve. Donc, ces zones dans les cercles jaunes sont des zones où tous les trois projets sont présents. Ici, vous avez le système de collecte de données de JOP dans le cadre de nos activités. Donc, JOP, encore une fois, le plan de crise conjoint intervient tout d'abord au niveau communautaire avec les données primaires et secondaires. Ensuite, JOP va traiter ces données, va les analyser avec des comparaisons, des interprétations. On va nettoyer les données. Il y a une analyse de la performance des données. Et puis, on va publier les données sur le tableau de bord. Et nous publions un rapport narratif que nous partageons avec les parties prenantes. Nous partageons aussi les données avec d'autres programmes RIFSA, tels que l'IFA, SPIR 2 et Préserve.
pour que chacune de ces RIFSA puisse faire son propre analyse avec les données crues. Et avec le tableau de bord, on peut suivre toutes les différentes activités et on peut partager ces données à travers un site web. Et nous publions le tableau de bord et les rapports, tout cela. Et nous partageons non seulement nos analyses, par exemple, le GEOP reçoit les données du MIRA, de l'analyse mensuelle de résilience, et des données sur les différentes zones d'analyse, et aussi des données provenantes d'autres études, d'autres activités. Voilà comment nous partageons les données entre nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ashnafi. Cela dit, maintenant que nous avons planté le décor, j'aimerais lancer le débat entre les panélistes. Et après ce panel modéré, nous aurons aussi un peu de temps pour les questions du public, de l'assistance. Donc, en même temps que nos panélistes font leur présentation, vous pouvez vous servir de la fonctionnalité questions-réponses dans Zoom et vous pouvez saisir vos questions. Nous allons les noter, nous allons faire de notre mieux pour répondre à vos questions après la discussion en panel. Donc, pour lancer le débat, première question. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis par rapport au partage des données et des informations entre les différents acteurs dans le HTTP. Mais nous voulons savoir quel est l'élément le plus important qui facilite le partage au sein de votre organisation ou entre votre organisation et les autres. Et j'aimerais commencer avec Cara du Madagascar. Si vous pouvez nous parler un tout petit peu de comment vous facilitez ou quels sont les éléments qui facilitent ce partage. Merci, Jenny. Dans le sud de Madagascar, avec le programme Maharo, c'était vraiment la crise, c'était une crise vraiment aiguë et aussi la crise de la COVID qui nous ont obligés de créer un système de coordination et de complémentarité pour améliorer notre réponse humanitaire. Et pour ceux qui ne savent pas, la RIFSA Maharo a été co-conçue avec l'idée qu'on allait mettre en superposition notre projet et un projet humanitaire, tout comme en Éthiopie. Donc, dans les zones d'intervention de Maharo, nous fournissons des services et les différents programmes pour renforcer ou améliorer la résilience et la sécurité alimentaire, mais dans les zones de contrôle, la RIFSA n'est pas présente, mais c'est le projet RIMA qui est là pour fournir une réponse humanitaire. Et pendant les 3 premières années, nous étions un projet de crise, un projet d'urgence. Donc, étant donné ce contexte, et sur le contexte de la COVID, cela a rendu la coordination de nos efforts encore plus urgente. Nous avons aussi collaboré avec d'autres organisations internationales qui interviennent dans le Grand Sud du Madagascar et nous faisons partie d'une grappe de sécurité alimentaire dans le sud de Madagascar. C'est une très bonne opportunité pour partager des informations, pas seulement les données MIRA, mais aussi les données de Maharo pour alimenter la coordination de la résilience, du suivi et aussi la réponse humanitaire. Aussi, il fallait créer une opportunité, il fallait aider notre propre personnel à comprendre et à interpréter ces données. Donc, nous avons fait beaucoup d'interprétations collectives sur le terrain. Nous nous sommes plongés des données pour déterminer ce qu'elles ont à nous dire. Et les données de MIRA nous aident à établir une ligne de base pour notre activité Maharo, l'activité RIFSA. Donc, une vue stratégique sur toutes ces données a été critique. Excellent. Merci, Cara. Donc, oui, le contexte est très, très important dans votre cas. Merci d'avoir partagé cela. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Carolina. Je vous pose la même question. Quels sont les éléments qui ont facilité votre travail? Dans notre cas, je dirais que le facteur le plus important, c'était l'appui pour les leaders. Notre équipe a été fondée en 2019, je pense.
Et au début, on nous a appelé l'équipe d'analyse humanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voulait dire qu'on était là pour appuyer les activités humanitaires dans les cas de crise pour répondre à leurs besoins d'analyse. Mais au sein du pays, au sein de Mercy Corps et au niveau mondial, nous nous sommes rendus compte que nous répondions à des crises, que nous analysions des crises. Et même en RDC, il y a plusieurs zones qui ont des besoins différents, donc nous n'appuyons plus seulement les activités humanitaires, mais aussi des activités de développement, des activités de renforcement de la paix, qui avaient tous son impact et qui subissaient tous des impacts de différentes crises. Dans notre cas, nos dirigeants voulaient qu'on partage des données et qu'on donne à tous les programmes des informations semblables pour que chacun puisse s'adapter et mieux collaborer entre eux. Dans le contexte, disons, d'une zone de stabilité entourée par l'instabilité, s'il y a quelque chose qui évolue, s'il y a une nouvelle crise, les personnes déplacées vont s'enfuir vers les zones de stabilité. Mais disons qu'il y a un camp de réfugiés conçu pour 50 000 personnes, mais aujourd'hui, il y a 100 000 personnes là-bas. C'est une grande évolution aussi dans le contexte de la sécurité. Dans une zone qui devient de plus en plus sécure, les gens vont revenir. Donc, il est très, très important d'avoir des leaders, des dirigeants qui vous soutiennent. Et au-delà du Mercy Corps, il est aussi important d'avoir un leadership de coordination. Et donc, nous travaillons avec les différents coordinateurs. Dans la région d'Ocha, par exemple, on a travaillé avec les leaders de l'intervention là-bas. On leur a dit, voilà, nous avons besoin de votre aide, de votre appui pour améliorer le partage des données et pour remplir les lacunes informationnelles. Très bien, voilà. Il est très important d'avoir l'engagement de ces dirigeants ou l'engagement à tous les niveaux, les dirigeants pays, mais aussi avec les différents partenaires régionaux, locaux. Très bien. Et maintenant, j'aimerais poser la question à Reta de l'Éthiopie. Est-ce que vous pouvez répondre à la même question? Dans votre contexte, quels étaient les facteurs qui ont facilité votre travail? Ah, le micro est en sourdine. Merci beaucoup. La facteur clé de facilitation pour nous, c'était l'engagement de nos dirigeants. Ça, c'était très important, tout comme en RDC. Nous avons une relation de longue date, une relation de coordination et de collaboration entre les deux programmes et entre les dirigeants des deux programmes, entre GEOP et SPIR 2. Et cela a facilité notre collaboration au niveau du partage des données entre les deux programmes. Donc, oui, nous avons déjà une culture, culture forte, préexistante de collaboration entre les deux programmes au niveau des leaders et des dirigeants, aussi au niveau des gestionnaires, etc. Donc, cet engagement, l'engagement des leaders, l'engagement à tous les niveaux, nous a permis d'établir un mécanisme de partage des données entre nos programmes. Et au-delà de ces deux programmes qui partagent beaucoup de partenaires en commun, il y a aussi Orda, un partenaire de mise en œuvre, et Kerry, un autre partenaire de mise en œuvre. Donc, et World Vision Data et Kayla sont les trois membres du consortium qui contribuent au job 2. Il y a aussi beaucoup de chevauchements géographiques. Ce ne sont pas seulement des partenaires semblables, mais aussi un chevauchement géographique qui facilite le partage des informations et aussi l'utilisation de ces informations, de ces données.
Merci. Merci beaucoup, Reta. Et oui, il y a tout un tableau dans le rapport narratif qui parle de ce chevauchement entre les trois RIFSA dont vous a parlé. Donc, même si les RIFSA interviennent dans les zones différentes, il y a un certain chevauchement entre leurs initiatives qui est très important. Maintenant, j'aimerais passer au projet suivant. Comment est-ce que vous avez commencé avec cette collaboration, avec ce partage des données? Est-ce que vous pouvez nous présenter quelles étaient les premières étapes que vous avez entamées? J'aimerais commencer avec l'Éthiopie cette fois. Ashenafi, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez commencé? Est-ce que vous pouvez aussi vous approcher du micro? Le son est un peu faible. Oui, merci beaucoup, Jenny. Tout d'abord, nous avons commencé au sein de l'organisation. Au sein du CRS, il y a plusieurs projets humanitaires. Donc, c'était une opportunité pour nous de partager les objectifs de notre programme, les résultats voulus, et aussi pour mieux comprendre les besoins en données des différents projets. On a commencé avec le CRS et un projet appuyé par le gouvernement. Et nous avons parlé des résultats ciblés. Et puis, nous avons partagé des outils de collecte des données pour répondre aux besoins sur le terrain. Et surtout dans le contexte d'un programme d'urgence. Ensuite, nous avons élargi la pratique au-delà de notre organisation. Nous avons renforcé les liens avec le projet SPIR, comme Reta a dit, mais l'engagement des dirigeants était aussi très important pour faciliter le partage des données entre les différents projets, entre les différentes organisations. Donc là aussi, c'était une étape clé. Il fallait aussi investir dans les infrastructures de partage des données. Le site web, par exemple, pour rendre toutes ces données, toutes ces informations disponibles, faciles d'accès pour toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons. Donc voilà les étapes clés. En outre, il fallait cultiver la collaboration pour maintenir les pratiques de partage de données et les rendre durables. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut être très responsable au sein de nos projets, prioriser les demandes de nos partenaires et de leur répondre aussitôt que possible. Cela nous a permis d'approfondir la collaboration en approfondissant les pratiques de partage des données. Nous avons aussi développé la communication interne et externe et nous avons reçu des commentaires, des retours de nos partenaires. Et ces commentaires nous ont aidés à améliorer et à durabiliser le système. Mais nous avons aussi eu des défis. Quand nous avons commencé le partage des données, il y avait différentes organisations qui avaient différentes politiques de protection des données, par exemple. Donc, il fallait aligner les données que nous partageons, les standardiser en fonction des exigences de nos partenaires et surtout si nous partageons les données en externe avec d'autres projets. Donc voilà, nous avons fait face à quelques défis.
Et aussi, les délais étaient un défi. Les différents projets ont des calendriers différents. Donc, il fallait améliorer la communication pour respecter les délais de chaque projet. Donc, voilà quelques défis auxquels nous avons fait face. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Votre situation est bien complexe. Vous travaillez non seulement avec le CRS ou avec World Vision, mais aussi avec de multiples organisations. Donc voilà, c'est un défi additionnel de respecter les politiques de protection des données de tous vos partenaires. C'est très intéressant cela. Maintenant, j'aimerais revenir à Carolina. Je vous pose la même question. Quelles étaient les premières étapes que vous avez entamées? Oui, merci beaucoup. Je vais parler davantage de l'outil parce que ce qui est important dans cet outil, même si il a commencé comme outil d'analyse humanitaire, il était très important pour nous d'élargir cet outil pour analyser les crises, l'utiliser dans les contextes de crise pour mieux appuyer les différents programmes avec lesquels nous travaillons. Et le directeur du programme de développement financé par le SAID a vu notre outil Shapes et il nous a demandé un outil pour suivre le contexte opérationnel parce que le programme de développement était mis en œuvre dans 3, 4 zones différentes. Certaines étaient stables, d'autres non. Et il fallait trouver un moyen pour suivre sur le long terme ce qui se passe sur chacune de ces zones et pour déterminer les adaptations possibles et nécessaires. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Nous avons commencé avec la conception du score Shapeis autour de quelques hypothèses basées dans la théorie du changement d'un de ces programmes. Nous nous sommes focalisés sur les hypothèses externes, la situation sécuritaire, par exemple, l'accès humanitaire et aussi quelques indices économiques, les indices de la stabilité politique, un élément très, très important pour ces programmes de développement qui voulaient, par exemple, établir des systèmes de marché pour l'eau, par exemple. Donc, ces projets de développement vont bien au-delà des programmes de crise. Et nous avons commencé avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et avec des collectes de données primaires et secondaires. C'était très intéressant, mais aussi difficile, lourd. Donc, après le premier tour de collecte des données, eh bien, les dirigeants s'intéressaient beaucoup à cet outil et on nous a dit, ah oui, ce serait génial d'offrir cet outil à tous les programmes d'urgence, les programmes de développement des systèmes en eau, etc. Et on s'est dit, voilà, l'outil pour le moment est trop lourd, il faut l'adapter. Et donc, avec Shapes 2.0, nous nous sommes appuyés sur les données secondaires et quantitatives seulement. Donc, aujourd'hui, peu à peu, l'outil a évolué des sources mixtes et maintenant, on n'utilise que les données secondaires des structures de coordination d'urgence et des données provenantes d'autres partenaires qui utilisent d'autres approches. Nous avons les données rendues disponibles par le gouvernement, par exemple. Et ça, c'était une étape critique pour cet outil. Oui, merci beaucoup, Carolina. L'itération est très, très importante. Et c'est aussi utile d'entendre que voilà, vous avez dû adapter votre outil. Il n'était pas parfait lors du premier jet, mais en fonction des données disponibles et dont on avait besoin, vous avez adopté l'outil. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Ottavia. Du point de vue de votre programme, comment est-ce que l'outil a évolué? Comment est-ce que vous l'avez utilisé, cet outil de suivi Shapes? Oui,
Le département de Carolina a appuyé des programmes de WASH et nous avons utilisé l'outil Shapeez pour établir une note pour faciliter le suivi sur le long terme de certaines hypothèses, surtout dans le domaine d'accès, pour suivre la mise en œuvre du programme avec des indicateurs objectifs tels que le nombre et le type d'accidents et nous avons commencé avec une zone qui était de plus en plus menacée, de moins en moins stable. Et l'USAID et Mercy Corps voulaient être prudents avec la mise en œuvre de certaines activités dans ces zones difficiles, mais les communautés que nous desservions voulaient qu'on continue à travailler dans ces zones. Donc, avec l'équipe de Carolina, nous avons développé un outil pour légitimiser la discussion. Nous avons utilisé l'outil Shapeez dans la zone de mise en œuvre pour évaluer la sécurité, l'accès, la politique économique et l'environnement. À cette époque-là, l'équipe Congo Hat développait l'outil Shapeez pour tout le pays, y compris nos zones de mise en œuvre. Donc, dans le rapport de Shapeez qu'on a publié, on a parlé de ces zones spécifiquement, mais aussi on a profité des données Shapeez et des données secondaires pour créer un rapport d'infographique qu'on a donné à l'USAID pour évaluer la possibilité de relancer nos activités dans les zones sensibles. Oui, très bien. Comme vous avez dit, il faut avoir des preuves quand on va prendre une décision. Ce n'est pas assez d'avoir l'impression d'une évolution sur le terrain. Il faut avoir les données pour déterminer, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on va faire. Et aussi, je pense que Congo Hat était l'ancien nom de l'équipe. Aujourd'hui, on l'appelle l'équipe d'analyse des crises. Maintenant, je reviens à l'Éthiopie. Cette fois, Reta, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vos efforts de partage des données ont évolué en Éthiopie et comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Merci, Jenny. Nous avons commencé la collaboration avec HNAFI après avoir eu l'engagement de nos dirigeants. Au cours des 2 dernières années, nous partageons beaucoup de données, surtout les données de suivi des marchés, parce que le modèle des rapports du BHA a toute une rubrique pour l'évaluation des marchés. Donc, soit il faut aller sur le terrain, faire la collecte des données, envoyer notre personnel sur toutes sortes de zones différentes et pour faire la collecte des données et puis analyser toutes ces données pour avoir des informations sur les marchés. Mais Job nous a permis de ne pas faire tout cela. Nous avons les données du suivi du marché de Job que nous utilisons dans l'organisation de nos programmes. Et nous avons commencé avec le partage des données et aujourd'hui, on est en contact régulier et même au-delà de l'évaluation des marchés, au-delà des données sur les marchés, nous parlons aussi d'autres domaines, d'autres sujets. Par exemple, l'année dernière, l'USAID nous a demandé d'établir des indicateurs de base et
on nous disait au début qu'il fallait avoir des évaluateurs externes pour faire cela, mais l'USAID nous a dit non, nous ne voulons pas attendre plusieurs années. Il faut faire des sondages une fois par an ou plusieurs fois par an. Donc, nous avons demandé à GEOP comment est-ce que vous établissez, vous construisez ces indicateurs et comment est-ce que vous établissez des scores de consommation alimentaire. Et nous avons beaucoup appris de leur part. Et pendant le processus d'établissement des cibles, nous avons eu l'appui de GEOP et de nos propres évaluations. Et nous avons mélangé toutes ces sources pour établir des valeurs de base pour le score de consommation alimentaire. Donc voilà, ça c'est le domaine principal, mais ça c'est un domaine, mais nous travaillons toujours sur l'évaluation des marchés et le suivi après la distribution. Donc l'USAID nous a demandé de faire une enquête quantitative avec JOP, avec les RIVSA, la RIVSA CRS, SPIR2. Nous avons utilisé les données qualitatives pour faire des rapports PDM. Et aujourd'hui, nous allons lancer des sondages quantitatifs. Mais les coûts sont très élevés. Il est difficile de faire deux sondages dans 6 mois. Donc, nous avons décidé de faire un sondage pendant le deuxième semestre, deuxième pendant le troisième semestre. Et nous avons travaillé avec la RIVSA IFA et tous les partenaires pour décider comment on va faire cette enquête. Et nous avons décidé de faire plusieurs petites enquêtes avec des petits échantillons. Mais avec une très bonne méthodologie, la méthodologie d'assurance qualité. Et nous utilisons cette méthode, nous partageons des informations sur l'organisation de tout cela et nous partageons aussi l'outil de collecte des données, nous partageons les enquêtes. Et nous avons aussi partagé notre approche à l'échantillonnage et aussi nos résultats quantitatifs. Donc, voilà, nous avons commencé avec l'évaluation des marchés, mais après avoir partagé toutes ces informations dans les différents domaines techniques, nous avons continué à développer le partage. Très bien, oui, il est très important d'avoir un bon socle sur lequel vous pouvez bâtir une meilleure collaboration. Maintenant, je me tourne vers le Madagascar. Nous savons que la rive Samaro intervient dans les mêmes zones que Rima et Tibiri, les activités humanitaires. Mais j'aimerais savoir, quelles informations vous ont été utiles à partager entre la RIVSA et ses autres programmes et pourquoi? Oui, merci beaucoup, Jenny. Dans la pratique, dans la réalité, nous avons un système des données de suivi de la sécurité alimentaire. Nous avons partagé la plateforme des données de Mira plusieurs fois par an. Nous mettons à jour les différentes grappes pendant le processus IPC. Et dans nos évaluations, nous voulons identifier une évaluation des participants, une évolution dans la consommation alimentaire et pendant certaines périodes, plus spécifiquement, par exemple. Donc, nous avons un suivi conjoint par rapport au prix des aliments de base ou le prix du bétail et nous utilisons ces données pour le suivi. Donc, voilà les différents types d'informations que nous partageons entre les 3 projets.
et avec d'autres partenaires dans la zone. Mais quels sont les avantages? L'avantage principal, c'est qu'on peut déployer des actions anticipatoires. Je peux vous donner un exemple. Nous avons trouvé que les participants n'avaient pas des stocks alimentaires pour survivre jusqu'en septembre. Et nous avons fait cette analyse en juillet. Ou plutôt, ils avaient des stocks, mais pas assez pour répondre à des chocs. Et nous avons eu un choc en octobre. Et pendant la période suivante, nous sommes focalisés sur la distribution. RIMA, qui est un projet d'urgence, a dû reprendre la distribution alimentaire, pas en juillet, mais en octobre. Et la distribution alimentaire pour le septembre a été repoussée en novembre. Donc, pour Maharo, qui est un programme de développement, nous avons renforcé les formations dans les domaines de la transformation et le stockage des aliments, surtout les aliments locaux très nutritifs. Voilà quelques avantages que nous avons pu constater à partir des séances de partage et d'analyse des données entre les différents projets. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Gérard. Merci d'avoir partagé ces détails. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de questions, mais je vois que nous avons aussi des questions de la part du public. Donc, je pense qu'on va passer aux questions du public. Ah, pardon. J'ai ma collègue Jennifer Ferreri, l'autre auteur de ce rapport, va être la modératrice de cette partie. Vous pouvez continuer à ajouter vos questions en même temps que nous discutons, mais voilà. Jen, à vous la parole. Oui, nous avons reçu beaucoup de questions sur quelques thématiques spécifiques. Donc, pour lancer le débat, nous avons eu une question de Tshome Galana Dinka sur les défis principaux auxquels vous avez été confrontés et comment vous avez pu les surmonter. Nous avons déjà entendu quelques exemples, mais je voulais donner l'opportunité aux autres panélistes de nous parler des défis auxquels vous avez été confrontés et comment vous les avez surmontés dans le cadre du partage des données. Je sais que l'Éthiopie, vous avez déjà dit qu'il y avait beaucoup de problèmes de politique de protection des données qui ont empêché le partage des données et puisque vous travaillez avec plusieurs organisations, le calendrier était aussi difficile ou peut-être je peux demander à l'équipe de Madagascar, même si vous avez eu une très bonne coordination dès le début, quels étaient quelques défis auxquels vous avez été confrontés en invitant les programmes à partager davantage d'informations? Une très bonne question. Merci, Jen. Je pense que nos collègues en Éthiopie, de JUP et d'IFA, ont déjà parlé de cela, mais au sein des RIVSA, au sein de CRS, nous avons un cadre CLA très fort. Et nous avons des moments spécifiques pour les pauses de réflexion qui font partie de notre stratégie d'apprentissage. Et cela donne la possibilité aux équipes techniques de prendre le temps pour étudier les données, toutes les données, et nous avons nos données de suivi qui viennent du Maharo, nous avons des données de MIMA et aussi de MIRA. C'est comme un triangle. Et donc, après l'analyse initiale, nous partageons les apprentissages clés avec toutes les organisations.
Et voilà, cela permet à ces organisations de réévaluer les évaluations IPC. Donc, pour nous, c'était critique d'avoir déjà des procédures en place, des outils en place. Et comme les autres panélistes l'ont dit, il faut avoir des dirigeants, des leaders qui sont engagés. Donc, de chefs de parti jusqu'aux représentants pays, jusqu'aux équipes sur le terrain, il faut que tout le monde soit engagé dans la prise de décision et dans ce processus. Il ne faut pas utiliser seulement les preuves anecdotiques. Oui, nous utilisons les données qui viennent du terrain, mais nous prenons aussi le temps de comprendre ces données, de les analyser. Et comme Gérard a dit, avec Mira, nous avons essayé de comprendre le prix de l'eau. Le sud de Madagascar, c'est une zone très sèche, mais donc les prix de l'eau peuvent tripler pendant certaines périodes de l'année dans certaines zones. Donc, cela rend les comportements de wash encore plus difficiles. Et, mais ces données étaient critiques pour faire la démonstration du besoin. Et Gérard, je ne sais pas si vous voulez complémenter ma réponse. Non, ça va, Cara, merci. Merci, Cara, pour la réponse. Je pense que le public veut savoir, veut entendre plus d'exemples. Des exemples des programmes qui utilisent des données d'une zone en les appliquant dans une autre zone. Donc, est-ce que CRS ou World Vision ou JUP, vous pouvez nous parler davantage des données d'un programme que vous avez utilisé dans le cadre d'un autre programme pour effectuer un changement, pour modifier la façon d'intervenir ou modifier les approches. Un exemple, donc, est-ce que vous avez un exemple spécifique d'un moment où vous avez utilisé les données d'un programme pour adapter les actions, les interventions d'un autre programme? Ashenafi, Reta, est-ce que vous avez une réponse, peut-être? Reta, allez-y. Oui, nous utilisons les données pour l'apprentissage et la gestion adaptative et aussi pour la planification des programmes, pour le ciblage. Et nous utilisons donc ces analyses des données pour l'adaptation. Nous avons un système d'alerte précoce qui nous fournit des données, c'est JUP, qui fournit ces données qui sont ensuite utilisées dans toutes sortes d'interventions. Il y a aussi, nous utilisons aussi les données pour nous responsabiliser envers les bailleurs de fonds. Donc, les données sont utilisées dans la planification, dans l'élaboration des programmes et aussi dans la prise de décision. Et oui, et si je peux ajouter aussi, avec le site web de JUP, nous affichons beaucoup de données diverses et ces données, nous les utilisons dans la prise de décision programmatique quand on va décider de notre orientation future, par exemple, ou des priorités futures. Et par exemple, nous utilisons les données pour identifier les districts à cibler et on peut, on a une bonne granularité, on peut avoir des données même au niveau d'un village. Donc, ces données nous aident à identifier les foyers les plus vulnérables et tout cela alimente la prise de décision, surtout les données qui viennent du système d'alerte précoce. Aussi, les informations sur le marché
nous ont été très utiles, hein. Et voilà, nos programmes importent beaucoup de nourriture. Donc, nous suivons de près les marchés pour nous assurer que notre programme ne va pas avoir un impact négatif sur les marchés ou sur les autres parties prenantes. Et nous utilisons les données aussi pour établir les valeurs de transfert. Par exemple, les valeurs des transferts en liquide ou en espèces. Quel est le montant qui va permettre au foyer d'acheter de la nourriture sans créer des distorsions? Très bien, merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de questions. Nous avons une question de Tatiana Klemenko de Global Communities et aussi de Tessia Cochio qui veulent savoir comment est-ce que vos programmes, OK, vous avez les tableaux de bord, mais il y a toujours le défi d'utilisation. Est-ce qu'on utilise les données sur le tableau de bord? Est-ce qu'on utilise toutes les données qui sont disponibles? Donc, voilà la question. Comment est-ce qu'on partage les données au niveau pratique? Donc, voilà, est-ce que vous avez des exemples, des normes, par exemple, que vous recommandez? En Éthiopie, par exemple, est-ce que vous avez des différents types de collecte des données, les différentes méthodologies, les différentes méthodes d'échantillonnage? Donc, ça, c'est la première question. Et je vais vous poser la deuxième après. Qui que ce soit peut répondre, mais je pensais que peut-être c'était une question pour l'Éthiopie et pour GEOP, puisque vous faites la coordination entre différentes organisations qui utilisent des méthodologies différentes, surtout au niveau de l'échantillonnage et la collecte des données. Oui, comme vous venez de dire, le GEOP travaille avec 9 organisations membres du consortium. Un de ces membres est GOAN, un projet qui vise la nutrition. Il y a d'autres projets qui visent, qui fournissent l'assistance alimentaire et d'autres membres, tous ces membres interviennent dans les zones géographiques différentes, mais ils font tous partie du consortium GEOP. Et le groupe de travail se réunit au moins une fois par trimestre. Et lors de ces réunions, nous parlons de la collecte des données, les stratégies de collecte des données, les outils de collecte des données et aussi les méthodes, la méthodologie. Et donc, nous arrivons à aligner nos stratégies grâce à ces réunions à travers toutes les organisations partenaires. Et cela nous aide à assurer la qualité des données que nous collectons, garantir la conformité entre les différentes zones géographiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Shenafi. Oui, c'est toujours un défi de s'assurer qu'on peut faire confiance à la collecte des données entre organisations. Ce ne sont pas toutes les organisations qui se font confiance. Il faut que tout le monde comprenne comment les données sont collectées, quand, comment. Et je sais que vous avez passé par beaucoup de processus pour aligner tous les partenaires et pour comprendre quels étaient seraient les plus utiles à travers tous ces projets bien différents, mais qui interviennent dans les mêmes zones géographiques. Et je me tourne vers un autre groupe de questions. On s'intéresse beaucoup à la mesure. Comment est-ce que vous mesurez l'utilisation de ces données partagées? Et comment est-ce que vous établissez la valeur de ce partage? Donc, est-ce que vous avez un exemple de l'évaluation ou le niveau d'utilisation de ces tables de bord que vous avez créées? C'est une question ouverte à tous. Oui, je peux vous donner un exemple. Nous nous sommes rendus compte qu'au sein
de l'équipe de gestion de crise, il fallait engager directement avec notre public. Et donc, nous avons organisé des séances de réflexion pendant lesquelles on a partagé les tableaux de bord avec l'équipe. Et puis, une deuxième séance où nous avons présenté un rapport, les résultats d'un rapport, tout pour faciliter une discussion. Est-ce que tout cela est logique pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Et au sein de mon équipe, j'ai un spécialiste d'engagement des parties prenantes. C'est quelqu'un, voilà, qui ne fait pas directement les analyses chez PIS, mais elle aide notre équipe à mieux nous engager avec des décideurs importants. En fin de compte, il faut trouver des preuves pour faciliter l'engagement avec les autres. Et même au niveau d'une communauté, il faut savoir qui sont les personnes qui vont nous écouter, qui vont partager avec nous, surtout s'il faut appliquer les stratégies de gestion adaptative. Si nous voulons lancer une nouvelle activité, oui, voilà, c'est très bien, mais il faut l'engagement, l'appropriation de beaucoup de personnes si on va à l'encontre des plans établis par le passé. Donc, nous organisons des séances de réflexion pour parler de toutes sortes de scénarios, pour établir des points en commun. Et c'est comme cela que nous savons qu'on utilise nos données, parce que nous organisons ces séances où on utilise les données de façon active. Très bien. Merci beaucoup, Carolina. Est-ce que nous avons une autre réponse des deux autres pays? Je sais que la communication en continu avec tous les membres du personnel, voilà, c'est quelque chose que nous avons identifié dans notre rapport comme leçon clé pour les différents programmes, les différents cas d'études, et aussi l'engagement précoce chez le personnel. J'aimerais poser la question aux collègues du Madagascar. Je sais qu'il y a des aspects de vos projets uniques où on partage les données au-delà des tableaux de bord. Donc, Cara, Gérard, est-ce que vous pouvez nous parler du chevauchement entre vos projets et entre les personnels de ces projets? Oui, merci beaucoup pour la question, Jennifer. Oui, avec le programme CRS, il y a un chevauchement entre les capacités techniques et les zones géographiques. Et nous avons pu établir une culture d'utilisation et d'interprétation des données. Nous utilisons aussi des bases de données basées sur les listes de participants et cela nous permet d'analyser les évolutions au niveau du foyer, au niveau hyperlocal, au niveau des communautés. Et nous avons inculqué une culture de partage des données chez le personnel. Par exemple, les participants participent à différentes activités, mais quel est l'impact sur les zones de chevauchement? Donc oui, il faut une certaine coordination parmi le personnel. Et si on décompose les données par participants, cela facilite la coopération entre les trois projets intervenants différents. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Cara? Non, non, ça va, merci. Moi, j'ai une question de suivi pour vous, Cara. Je sais que vous l'avez mis dans la boîte à discussion, mais vous avez parlé de l'établissement de la confiance. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la confiance qu'il faut ou que vous utilisez, dont vous profitez pour la table de bord de Mira? Oui, ça, c'est une innovation, une grande réussite.
quand Mira a commencé au Malawi en 2018 et qu'on a importé à Madagascar. Voilà. Si on fait déjà le suivi de la résilience d'une communauté, ce n'est pas une initiative externe, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Non, l'idée, c'est d'aider ces communautés, de les voir comme nos partenaires pour mieux comprendre comment les communautés s'entraident elles-mêmes. Donc, les agents du terrain viennent de ces communautés. Ils parlent la langue locale. Donc, voilà, ça, c'est une confiance qui est déjà en place dès le début. Et peut-être je n'ai pas été clair, mais l'approche de Mira pour l'échantillonnage, c'est on utilise des sites sentinelles. Donc, ce sont des sites où on fait des évaluations de suivi une fois par mois. Et donc, ça, c'est une relation qui commence dès le début avec les agents communautaires et on continue à approfondir, à renforcer ce lien de confiance. Et on ne change pas de site, on ne change pas de lieu. Et pour nous, cela a facilité l'établissement de la confiance. Et c'est aussi l'approche que nous utilisons dans d'autres pays, en Éthiopie et ailleurs. Et cette approche cultive, invite la confiance plus que d'autres. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et pour revenir à la question du suivi et de l'évaluation, ou plutôt comment mesurer l'appropriation des données, c'est un défi que nous avons déjà identifié dans notre rapport. Voilà, il est toujours trop tôt pour identifier, pour établir un cadre partagé pour assurer la cohérence HTTP dans des contextes différents. Mais peut-être vous pouvez nous parler un peu de comment tout cela évolue au sein de vos projets ou si vous avez des mises à jour à partager avec nous depuis ce que vous avez partagé avec nous pour le rapport. Est-ce que vous avez pu tirer des leçons sur comment on peut faire vivre les données pour le personnel et comment les inviter à utiliser les données pour modifier les interventions? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que la question est trop difficile? Non, non. Eh bien, je vais peut-être dire que je suis négatif. Voilà. Je pense que nos collègues éthiopiens ont de très bonnes expériences à partager. Je pense que les tableaux de bord visuels qu'on utilise en Éthiopie rend l'interprétation des données beaucoup plus facile. Moi, j'ai appris cela des autres RIFSA au niveau mondial. Donc, je pense que c'est l'Éthiopie qui a la réponse. Donc, je vous encourage, mes collègues de l'Éthiopie, de répondre. Merci. Dans notre programme, surtout chez Job, nous ne faisons pas la collecte des données seulement pour le plaisir de faire la collecte des données. Non. Quand il faut avoir des fins programmatiques en tête et on partage les données sur le tableau de bord pour que toutes les parties prenantes peuvent y accéder. Et nous utilisons les données que nous collectons, nous les interprétons, nous les transformons sous différents formats pour identifier les différents niveaux de vulnérabilité, par exemple, à travers différentes zones. Donc, nous pouvons traduire les données en niveau de vulnérabilité décomposé par foyer ou par région. Et cela facilite la prise de décision, surtout l'allocation des ressources du projet. Quand les données identifient une zone très vulnérable, les foyers, les communautés, les zones les plus vulnérables, on peut ensuite fournir une assistance alimentaire ou des transferts en espèces. Mais voilà, il faut aligner la collecte des données avec les objectifs programmatiques. Nous utilisons aussi les mêmes
données pour nous évaluer nous-mêmes au sein, ou est-ce que le programme est en train de progresser? Ou est-ce qu'il y a des activités qu'on peut éliminer? Dans nos projets, nous nous adaptons très rapidement. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, peut-être on va changer ce que nous sommes en train de faire. Donc, il nous faut des données pour déterminer comment nous allons prendre des décisions d'allocation des ressources, par exemple. Et nos sources principales des données sont les foyers, les marchés, les vendeurs. Et nous organisons aussi des groupes de discussion pour mieux comprendre les contextes locaux. Donc, voilà comment nous créons des liens entre les données et les activités programmatiques. Merci. Et vous êtes aussi en train d'élargir, si j'ai bien compris, vous vous atteignez la région du Tigray avec de nouveaux partenaires. Est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour sur le programme de transfert en espèces que vous sommes en train d'établir? Oui, la région de Tigray, il y a un bailleur de fonds qui a planifié 3-4 actions en novembre, décembre. Par exemple, répondre aux besoins des plus vulnérables dans la région de Tigray, surtout dans les villes. C'est une région qui connaît le conflit depuis longtemps. Et voilà, puisque nous avons les données sur les foyers les plus vulnérables, nous pouvons faire de l'analyse et la priorisation à partir de ces données et nous rendons toutes ces données d'analyse disponibles. Et puisque ce projet vise les villes et nos données sont divisées entre les villes et la campagne, nous avons partagé ces données avec le projet là-bas, au Tigray. Si on va faire une nouvelle collecte de données, une nouvelle priorisation, cela aurait pris un mois de partir de zéro pour ce partenaire. Mais avec l'échange des données, avec les données qu'on a pu fournir, avec cette collaboration, et voilà, c'était avec une organisation qui n'est pas membre de notre consortium, mais nous avons quand même pu les aider à agir plus directement, plus rapidement. Voilà, je sais que nous n'avons qu'une minute pour conclure la discussion, mais je voulais donner la parole à l'équipe de la RDC et du Madagascar, l'occasion de nous donner quelques mises à jour sur ce que vous faites depuis ces études de cas ou est-ce que vous avez de nouvelles approches au partage des données? Oui, pour nous, voilà, la situation est bien spécifique parce que nous sommes basés sur les contextes et pas sur les programmes. Nous nous focusons plutôt sur les contextes dans lesquels plusieurs programmes interviennent. Donc, notre réussite la plus importante est que nous avons pu établir des partenariats avec d'autres partenaires analytiques qui visent ces besoins. Donc, nous avons créé un groupe de travail pour étudier la réponse en cas d'urgence et la qualité de ces réponses. Et nous voulons savoir comment est-ce que nous pouvons utiliser nos connaissances contextuelles, notre suivi contextuel avec les données qui viennent de nos partenaires, qui viennent du terrain, pour mieux cibler l'allocation des fonds d'urgence, par exemple, ou mieux cibler un plan de réponse humanitaire. Parce que souvent, nous avons les données du contexte, les données contextuelles et les données sur les besoins dans 2 silos. Mais il y a une raison pour laquelle certaines zones sont toujours en besoin et d'autres non. Normalement, c'est une question d'accès. Les projets ne peuvent pas accéder à ces zones, donc on ne peut pas subvenir aux besoins des vulnérables là-bas. Donc,
Voilà, pour nous, c'était essentiel de coordonner avec d'autres acteurs. Je m'excuse, je ne pense pas qu'on ait le temps de donner la parole à Madagascar, mais je sais que Cara donne ses réponses dans la boîte à discussion avec des mises à jour. Maintenant, je donne la parole à Frank pour clore la séance. Et merci à tout le monde pour vos questions et vos réponses. Oui, wow. Merci Jen, merci Jenny. Merci pour cette séance vraiment formidable. Merci à tous les panélistes aussi pour cette discussion très, très intéressante. C'était formidable. Un grand merci à tous ceux qui ont assisté à cette réunion. J'espère que vous avez pu tirer des informations utiles de cette réunion. On va vous mettre un lien dans la boîte à discussion. Puisque vous êtes tous des professionnels du suivi et de l'évaluation, vous savez l'importance des données pour suivre la qualité de son travail. Nous avons une enquête. On va vous demander de répondre à cette enquête. Nous voulons vos retours. On vient de vous mettre le lien dans la boîte à discussion. C'est une enquête de 2 minutes seulement. Mais ce serait très utile pour nous d'avoir vos réponses et de comprendre comment nous pouvons améliorer ce genre de séance à l'avenir. Un grand merci à toutes et à tous. Et encore une fois, vous pouvez lire tout le rapport. On vient de mettre le lien dans la boîte à discussion encore une fois. Le rapport vient d'être publié aujourd'hui, hier. Jen et Jenny ont fait beaucoup de travail pour développer ce rapport. C'est un rapport très utile, très. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire pour le prochain webinaire sur les programmes d'urgence pluriannuels. Et on va aussi vous envoyer un mail avec des liens pour toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui. Cela dit, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je tiens à vous remercier toutes et tous et je vous souhaite bonne continuation, bonne journée, bonne soirée.